Je me souviens, la fin de semaine, on faisait tout un petit détour pour se rendre à Fairmount pour s'acheter des bagels frais. Je me souviens, par une froide nuit d'hiver, avec 2 amis, je me suis engouffré clandestinement dans un bâtiment abandonné, récolté des silences. Je me souviens d'un lieu, la bibliothèque. Les livres qui étaient conservés dans cet endroit dataient d'une autre époque. Mais je me souviens d'un clocher qui faisait un bruit vraiment particulier. Une fois, je me suis approché. En fait, il y avait niché des tourneaux là-dedans. Je me souviens d'un petit diner qui était sur la rue Beaubien. Je me souviens de la cour des coops où s'organisaient à chaque jour des immenses parties de police bandits. Le temps d'une marche. Chaque année, dans des centaines de villes à travers le monde, dont Montréal, des citoyens amoureux de leur ville et des thématiques urbaines organisent des promenades de Jane, inspirées de la façon qu'avait l'écrivaine et activiste férue d'urbanisme Jane Jacobs de voir la ville à échelle humaine. Ces conversations en marche rassemblent des familles, des voisins ou tout simplement des gens curieux de découvrir la ville et ses trésors cachés. Des personnes profondément attachées à leur quartier ou à un lieu en particulier animent ces promenades. Ces citoyens ne sont pas des experts, ils sont des passionnés qui ont appris l'histoire de leur quartier en y vivant. Et en partageant aux autres leurs souvenirs, leurs expériences et leurs connaissances, ils créent un lien unique entre les citoyens et leur patrimoine collectif. Nous avons tendu le micro à ces passionnés pour comprendre ce qui les motive à organiser des marches dans leur ville. Je me souviens d'une rencontre avec quelques-unes de mes voisins et voisines. Leur immeuble avait pris en feu. Moi, je les connaissais et je savais qu'on pouvait les aider en tant que quartier. Et j'avais jasé avec plusieurs de mes voisins et voisines lors du feu, parce que c'était un samedi matin, tout le monde est sorti. Et on a dressé une liste de tous leurs besoins, parce qu'ils avaient presque tout perdu dans le feu. Si c'était pas le feu, c'était l'eau des pompiers qui avaient détruit. J'ai choisi une date. C'était difficile, puis en plus, il pleuvait. Mais on a réussi à aller chercher des dons des 4 coins de l'île de Montréal et les amener et meubler les nouveaux appartements. Malheureusement, ils n'ont pas pu revenir dans le quartier. Mon nom est Sacha Dijk, S-A-S-H-A. Nom de famille Dijk, D-Y-C-K, c'est un nom hollandais. Je suis résident de Parc Extension. Je suis infirmier de recherche au Centre universitaire de Santé McGill. Et je suis un voisin impliqué, qui aime ses voisins et qui n'a pas peur de collaborer avec eux pour essayer d'améliorer ce beau quartier. Le nom Parc Extension, bien sûr, vient de l'extension de l'avenue du Parc. Avec le tramway, on a pu ouvrir ce quartier-là, qui avant était accessible seulement à pied, et souvent il y a beaucoup de boîtes et de neige. Alors les gens ne voulaient pas nécessairement y habiter. Mais avec le tramway et surtout l'ouverture de la gare du parc, qui maintenant est le Métro Parc, on a vu l'ouverture du quartier. Et donc l'extension de l'avenue du Parc. On a un grand espace vert qui est techniquement un parc. Et ici, on a la place de la gare. Et c'est un lieu de socialisation avec les bancs autour. Et ça, c'est 12 mois sur 12. Même l'hiver, les gens se tiennent pour jaser. Et aussi un lieu d'animation. C'est un grand espace, donc les enfants viennent avec leurs ballons de soccer. Nous sommes très, très densément peuplés à Parc Extension. Les appartements sont très petits. Alors, pour plusieurs personnes, l'été, la place de la gare, c'est comme leur cour arrière, ou c'est comme avoir un autre espace où ils peuvent aller se sentir chez soi, mais avoir un peu d'espace aussi. Quand on est 3 générations dans un 4,5 avec 6 personnes, puis on doit partager le lit, et ça devient un peu à l'étroit, et donc l'été, les gens veulent avoir un peu de verdure et d'air frais, et c'est ça qui se passe ici à la place de la gare. Ça me fait penser aussi que mon ami Andrés Salas, qui est un photographe et
documentariste vidéo, avait fait un projet où il a mis des affiches disant « Bon, samedi de 2 à 4, je vais être à la place de la gare avec une bonne caméra et une imprimante. Alors venez et je prends des photos de vous que vous pouvez envoyer à votre famille ou donner à des amis. » Et peut-être une centaine de personnes se sont pointées, des hommes en complet, des femmes en sari. Et c'était une belle journée, il faisait beau. Et lui, il imprimait des photos on the spot, il donnait ça aux gens et ils étaient si contents d'avoir un beau portrait d'eux dans leur quartier. Alors nous nous retrouvons maintenant devant l'église orthodoxe grecque Evangelismos tis Theotokou. Tout le monde la connaît comme l'église bleue, parce qu'elle est bleu ciel. C'est une belle église qui date des années 60. Il y a un clocher, mais sans cloche. Il y a un petit bouton à l'intérieur où on peut peser pour activer un enregistrement de cloche. Alors il y a des haut-parleurs à l'intérieur, il n'y a pas de cloche. Mais c'est quand même un édifice intéressant qui révèle un peu de l'histoire du quartier aussi. Parce que derrière, on retrouve la paroisse catholique de Saint-François d'Assise, aussi connue comme la paroisse de Saint-Roch, dépendant si on est anglophone. Avant, toute la paroisse s'appelait la paroisse Saint-Roch, c'est pour ça qu'on a une rue Saint-Roch et un parc Saint-Roch. Il y avait ces deux noms et ils partageaient le même édifice. Dans les années 50, la communauté francophone a dit « Non, c'est assez, on veut plus de messe bilingue, on veut plus partager. Nous, on prend notre espace, on s'affranchit. » Ils ont acheté le terrain à côté, ils ont construit cette belle église bleue avec des lignes épurées, mais assez 60, il faut le dire. Et 10 ans plus tard, il restait plus personne pour aller à l'église. On a eu le refus en masse de l'église catholique par les francophones avec la Révolution tranquille. Mais la communauté qui était ascendante dans le quartier à ce moment-là était la communauté grecque orthodoxe. Donc, ils l'ont vendu à la communauté grecque orthodoxe. Le petit remnant de francophones catholiques sont allés retourner partager l'église originale avec la paroisse Saint-François d'Assise. Et maintenant, ils sont retournés aux messes bilingues. Ça révèle un moment important de l'histoire du Québec et le rejet l'affirmation des Québécois, Canadiens français, et ensuite la réjection de l'Église, et ensuite l'accueil de nouveaux groupes. Je crois dans les 10 prochaines années, on va avoir un autre renouvellement. Je ne sais pas quel groupe va prendre cette église, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un autre remplacement dans le quartier. Maintenant, nous sommes devant les Casseroles de Momo, qui est un restaurant ouvert par mon ami Mohamed Hassan, qui a adopté le nom Chef Momo. Il a travaillé toute sa carrière ici à Montréal, dès son arrivée du Bangladesh en tant que chef, cuisinier. Et finalement, il y avait assez d'économie pour ouvrir son propre restaurant. Alors, c'est un petit édifice qui est jouxtant un garage de l'autre côté. Son restaurant était ouvert pendant un bon 2-3 ans, jusqu'à temps qu'il coule ses économies, malheureusement, parce que c'est une très bonne personne, un très bon cuisinier, mais il est mauvais en business, en affaires. Il veut que tout le monde mange. Alors, il veut jamais prendre de l'argent. Vraiment, lui, il veut offrir la nourriture à tout le monde. C'est magnifique comme mission sociale, mais c'est pas super bon comme plan d'affaires, malheureusement. Moi, je me souviens d'aller chez Mohamed pour manger le lunch avec un prêtre anglican sud-africain que ma mère a connu quand elle était au Lesotho parce qu'elle enseignait les sciences infirmières là. Elle est aussi infirmière et sa mère aussi. Elle l'a rencontré lors de l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud et lui, il était en exil parce que c'était un prêtre qui prêchait contre
la division des races. C'est un homme blanc lui-même. Et malheureusement, après que ma mère ait quitté l'Afrique du Sud, lui, il a reçu au Lesotho une bombe par la poste, une bombe postale envoyée par l'agence des services secrets de l'Afrique du Sud. Et quand il a ouvert cette bombe, il a perdu l'usage de ses deux mains. Maintenant, il a des crochets. Et aussi, il a perdu un œil et l'ouïe dans une oreille. Bon, alors, c'était un grand honneur pour moi de lui donner une visite guidée de mon quartier, qui est très important pour moi. Lui, il a sa communauté et son projet social. Et moi, des fois, j'ai l'impression aussi d'avoir ma communauté et mon projet social. Alors, je lui ai amené là et jasé longtemps avec mon ami Mohamed. Et on avait d'autres amis qui ont passé, des voisins, voisines. Alors, j'étais très fier de pouvoir présenter ce prêtre, Father Michael Lapsley, à mes voisins, mes voisines. Pour moi, j'avais l'impression de comme boucler la boucle. OK, on va finir avec un immeuble qui est pour moi assez emblématique des évolutions du quartier dans les 10-15 dernières années. Alors, c'est l'immeuble communément connu sous le nom Johnny Brown parce qu'il y avait un costumier au rez-de-chaussée qui s'appelait Johnny Brown et tout le monde allait là pour leur costume d'Halloween et même des vêtements pour ballet, pour danse et d'autres costumes pour des bals. Et cet immeuble a été construit, ça fait 80 ans maintenant, je crois, dans le temps où l'avenue du Parc et Jean Talon était un pôle de l'industrie du shmata, qui est le mot yiddish pour les linges. Et le linge qu'on y fabriquait était des jeans. Donc, c'est un immeuble qui a 5 étages, qui est très, très solide parce que cet immeuble devait soutenir le poids de toutes ces machines, qui étaient des grosses machines, et de tous ces jeans, qui ne sont pas légers non plus. Donc, avec la création de l'OMC et la standardisation du commerce international pour les linges, et surtout la négociation du retrait de tous les protections qu'on avait pour cette industrie au Canada. Dans les années 90, on a vu que Montréal, qui était anciennement la capitale du textile pour le Canada, a perdu ce statut-là parce que toutes ces industries sont allées en Chine, à Hong Kong, à Thaïlande, maintenant en Cambodge, là où on a paix en Bangladesh. Mais en tout cas, dans les années 90, cet immeuble s'est donc retrouvé vacant et a été repris par vraiment un regroupement très hétéroclite de Johnny Brown au rez-de-chaussée, aussi un gym de boxe, académie sportive qui était au 2e étage. Il y avait les ameublements Shri Durga avec Madame Vatani, qui est magnifique. Elle vendait des meubles. À côté, il y avait le CLAM, un centre de liaison et d'aide multiethnique pour les nouveaux arrivants, pour leur aider à apprendre la langue, créer leur CV, pouvoir s'intégrer dans le quartier. Il y avait une radio communautaire sri-lankaise. Il y avait des cours le samedi matin de sri-lankais et aussi cours culturels. Et c'était un immeuble donc qui était très vivant, très dynamique. Tout le monde se connaissait. Personne était au courant que cet immeuble avait le zonage, un zonage double, donc commercial et résidentiel. Ça, c'était un zonage qui prédatait la création de l'arrondissement. Même l'arrondissement n'était pas au courant. Mais quelqu'un a fait ses recherches et cette personne a acheté l'immeuble. Alors lui, il a commencé en secret à aller casser tous les baux avec les petits commerces et les groupes communautaires. On sait qu'on a une régie du logement pour les baux résidentiels qui protège les locataires, mais absolument pas de protection pour les baux commerciaux. Ce qu'on ne veut pas, c'est perdre tous ces groupes communautaires et les remplacer avec des petits, encore une fois, des condos locatifs, c'est très à la mode, avec des comptoirs de granit et une petite chambre fermée. Il y avait quelques-unes avec une 2e chambre, mais cette 2e chambre, il y avait seulement de la place pour un lit simple, même pas pour un lit double. Alors, c'est des très petits appartements et il était très clair quand il parlait aux journalistes que c'était pour des gens aisés de l'université.
Moi, j'ai grandi dans le Myland. De 86 à 2006, j'ai habité dans le Myland toute ma jeunesse. C'était un beau quartier. On avait 2 référendums, une belle récession, c'était pas cher. Les gens étaient attirés par le Myland parce qu'ils pouvaient vivre de leur art, ou au moins travailler quelques jours semaine et pouvoir faire leur art. On a beaucoup d'artistes dans le quartier, des vieux portugais, des juifs hassidiques, et tous mes amis étaient dans le quartier. Je connaissais au moins une personne sur chaque rue, alors je pouvais faire le tour, on va aller voir telle personne. On allait sur le toit, on jouait dans les ruelles. C'est une très belle enfance. J'ai quitté pour l'université aux États-Unis. Je suis revenu. Tout à coup, le quartier avait changé. Ça, c'est en 2000-2004. Quand j'ai voulu aménager avec ma blonde à l'époque, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus se payer le Myland. Alors, on a commencé à regarder un peu plus loin et j'ai vu quelque chose à Parkex. J'ai dit, Parkex, tiens. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de stigmatisation du quartier Parc Extension. C'était connu comme un quartier violent avec des gangs de drogue. Et c'est vrai, il y en avait. Alors, je n'étais pas certain quand je suis allé voir cet appartement. Mais je suis allé au nord, franchir les 2 viaducs. Mais je me suis rendu compte que, non, c'est un beau quartier. Il y a des belles personnes ici. C'est jeune, c'est dynamique, des familles de partout. Moi, je voulais fonder une famille. Et je me suis dit, non, j'aime ça ici. Et j'ai comme eu l'impression qu'il y avait ce même vibe du Myland de mon enfance. Et je me suis rendu compte plus tard que je crois que c'était parce que tout le monde est plus ou moins de la même classe économique. Les gens viennent de partout, mais c'est vraiment un quartier ouvrier, prolétaire. Ça l'a toujours été. Moi, je suis pauvre, mais par choix. J'ai fini ma maîtrise à Parkex et j'ai décidé de moins travailler pour pouvoir faire des projets dans le quartier. Alors, je me sentais à l'aise parce que, oui, j'étais pauvre, mais tout le monde était pauvre aussi. On se compare, la pauvreté est assez subjective. On se compare aux autres et on se dit, finalement, ça va bien. Mes voisins aussi vivent comme ça. Tout le monde, on va aux mêmes épiceries. C'est quand je me suis souvenu que c'est quand j'ai commencé à voir des bourgeois rentrer dans le Myland que j'ai découvert que moi, j'étais pauvre dans le Myland. Avant, je ne savais pas que j'étais pauvre. Je me souviens que la première fois que j'ai vu un cottage, un duplex qui a été combiné, une famille sur 2 étages. Mon Dieu, ils ont beaucoup d'espace. Comment ça? Ils sont donc bien riches. Comment ça dans le Myland? Et maintenant, il y en a plein dans le Myland. Mais maintenant, j'essaie de ralentir cette vague que j'ai vue dans le Myland, un peu anéantir le Myland de mon enfance. Alors, je vois où ça finit si on n'essaie pas de s'organiser maintenant. À Parkex, on a beaucoup de gens qui sont en manque matériel. On a un très haut taux de pauvreté. On a des gens qui ont faim, qui souffrent, des enfants qui vont à l'école et ils ont faim. Et des gens qui sont abusés par leur proprio, leur employeur, des fois même dans leur propre famille. Mais on est riche en solidarité. On a beaucoup de liens, les gens se connaissent. On est pauvre en portefeuille, mais riche en liens sociaux. Et moi, je voudrais qu'on puisse transformer cette richesse sociale en richesse matérielle pour aider les conditions matérielles des gens de mon quartier et leur donner plus de liberté. La pauvreté, c'est pas seulement être pauvre d'argent, mais aussi pauvre d'options et de choix. Et je crois qu'à Parkex, on peut aider les gens à s'émanciper et à devenir pleinement ce qu'elles veulent être. Je pense que les conditions matérielles sont la base. Il faut travailler sur le loyer. Si on ne comprend pas le loyer, on ne commence pas là, on va perdre de vue tout le reste. On peut faire la programmation interculturelle dans le parc qu'on veut, mais si les gens n'habitent plus à côté du parc parce qu'il y a un beau condo, on perd notre chance. Alors, oui, ça passe par le loyer, mais d'autres trucs aussi. Moi, je pense qu'il y a
Il y a assez de logements pour tout le monde à Parkex. Il y a assez de nourriture pour tout le monde. Il y a assez d'emplois pour tout le monde. Il y a assez d'amour pour tout le monde. Merci à Sacha Dyke pour son témoignage. Ce balado est une production du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Réalisation et conception sonore, Magnéto. Ce projet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.